Une bonne poignée de main. Allez, fais-moi un câlin. Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Si vous débarquez sur YouTube ou si vous nous écoutez, bienvenue dans notre tout nouveau podcast dispo évidemment sur toutes les plateformes. Aujourd'hui nous allons parler de Armageddon Time, sorti en novembre 2022 et réalisé par James Gray. L'histoire très personnelle du passage à l'âge adulte d'un garçon du Queens dans les années 80, de la force, de la famille et de la quête générationnelle du rêve américain. Après la jungle de Lost of City Z et de l'espace avec Ad Astra, critique dispo sur la chaîne, retour à New York comme les 5 premiers films du réalisateur, un cadre connu du metteur en scène, car partir c'est parfois mieux pour se retrouver. Donc retour à la maison et particulièrement le Queens pour être plus précis. James Gray revient sur sa propre enfance et si le titre du long métrage sonne comme un film apocalyptique, ce n'est pas pour rien. On évoque la fin du monde mais pas au sens blockbuster du terme. Il est difficile de parler du film sans évoquer ses propres souvenirs personnels, car finalement, le métrage aura une aura presque universelle. Au bout d'un moment, l'enfance de James Gray ne lui appartient plus, mais au spectateur. Il signe la fin de quelque chose, d'un monde, de son monde, mais aussi d'une autre. Le passage de l'enfance à l'âge adulte. La fin d'une époque, la fin d'une ère politique, la fin de l'innocence, la fin d'une vie, la fin des bêtises, la fin d'une liberté, la fin d'un rêve. Si le réalisateur a connu ces passages, nous aussi. Alors, quoi de plus normal d'être bouleversé sur chaque scène. Je précise que dans cette vidéo, dans ce podcast, il y aura des spoilers, vous êtes prévenus. Pessimiste oui, car regarder le passé est une erreur. Le film n'est pas nostalgique, au contraire. Nous ne sommes pas dans un cocon, parfois on veut même fuir. Fuir ce monde qui semble courir à sa perte. Le c'était mieux avant n'existe pas. Il est peut-être pire avant finalement. Des rêves, il y en a, on nous les expose même fièrement pour être détruits par la réalité. Le personnage de Johnny est là aussi pour mettre en avant un rêve qui n'existe pas. Il veut être astronaute, et il y croit. Son jeu d'acteur, incarné par Jalen Webb, est juste au possible, montrant un regard lancé à son meilleur ami lorsque la vérité autour de lui rappelle que ces choses ne seront jamais acquises ni données. Le white privilege sera donc au cœur du film, avec l'injustice qui l'accompagne, et contrairement aux plateformes qui ne savent pas l'écrire, ni le mettre en scène, lui se sert du cinéma pour en parler de façon réaliste, sans en faire trop pour le dénoncer de façon habile, en nous faisant réfléchir. Il ne donnera pas de solution à cette problématique d'ailleurs. Elle sera cependant assez politique dans le film, montrant une Marianne Trump qui aura cette conviction que tout le monde peut accéder au rêve américain. Quel doux mensonge. Trump années 80, c'est aussi l'ère Reagan où l'époque sonnait comme une future guerre nucléaire, ce qui sonne juste avec le titre même s'il s'agit d'une reprise des Clash de 1979 qui évoquait cette guerre froide qui pouvait exploser à tout moment. Le white privilege s'appuie par le racisme ordinaire. Même si Johnny semble aussi insupportable en classe que Paul, il sera puni plus sévèrement. Les situations sont assez extrêmes mais semblent être du vécu. L'école est également mise en avant sur les privilèges annoncés. Il faut rentrer dans le moule, il faut jouer le jeu pour réussir. Le meilleur exemple dans la mise en scène, c'est la séquence dans l'école où Paul et Johnny sont chacun d'un côté d'un grillage. L'un est prisonnier de sa condition, il fait attention à ce qu'il dit, il rentre dans le moule et est presque ignorant. Une liberté qui n'est plus. L'autre est prisonnier dans la rue. Il sait qu'il sera bientôt rattrapé par la société. Deux prisonniers donc, quelle que soit l'issue. Le racisme ne s'arrête pas à la couleur de peau, mais également avec la religion, sur le côté juif, rappelant les heures sombres de notre histoire, mais pas que. En effet, nous sommes certes dans les années 80, mais le grand-père de Paul a fui, étant enfant, l'Ukraine, nous rappelant aussi que les conflits, les guerres, sont encore présentes aujourd'hui, même s'il ne s'agit pas du même contexte, j'en conviens. La mise en scène ne s'arrête pas là, puisqu'ils sont opposés lors de l'interrogatoire. L'un aura la chance d'être libre, l'autre sait pertinemment qu'il ne sortira pas. L'injustice que j'évoquais plus tôt, et l'intelligence vue par ses enfants, est encore plus probant et donne une dimension plus candide à la situation, révélant des questions chez le spectateur. Ai-je déjà abandonné un ami pour me sauver? Qu'aurais-je fait dans la même situation? Sommes-nous vraiment tous égaux en droit? Sommes-nous tous injustes dans la vie? L'écart générationnel sera également abordé. D'abord les parents qui essayent de transmettre le moule sécurisant pour réussir dans la vie. Ils sont là pour être réalistes et pessimistes à la fois, promouvoir la dureté de la vie. Anne Hathaway interprète de façon magistrale la mère de Paul, ne sachant plus comment discipliner son fils. Aimant tout de même, le film nous montre l'affection qu'elle porte, elle n'hésite pas sur le « je t'aime » alors que son fils ne répond pas. Elle sera endeuillée, elle sera presque absente, c'est assez évocateur car
Paul devient implicitement l'adulte pour accompagner sa mère dans cette tristesse. Il imagine et il se met à sa place. Le père, interprété par Jeremy Strong, est aussi important, à la fois dur mais aussi pédagogue sur la vie, essayant de donner une meilleure chance à son enfant qu'il n'a pas eu. L'écart générationnel le plus flagrant est celui du grand-père qui se reconnaît totalement en Paul. C'est évident après réflexion. Ils s'entendent très bien, au point que Paul écoute plus son grand-père que ses propres parents. Aaron Rabinowitz, interprété par l'impeccable, toujours, Anthony Hopkins, est venu en tant qu'enfant rempli de rêves dans cette Amérique qui promettait mondes et merveilles. Le grand-père est un rêveur, tout comme Paul, et en regardant Paul, en discutant avec lui, il essaye de préserver cette insouciance le plus longtemps possible en étant presque nostalgique. Une des scènes les plus équivoques est celle de cette fusée miniature dans le parc. Elle symbolise les rêves, mais aussi le futur deuil que devra affronter Paul. Son grand-père sera mort par la suite, avec cet instant qui demeurera pour son petit-fils. Alors, il lui enseignera une dernière leçon, celle du racisme. Car l'inaction d'homme de bien permet au mal de triompher. Si cette société nous met dans un moule, si cela ne correspond pas à tes valeurs, indigne-toi. C'est ce qui permettra de ne pas réengager les guerres qui ont dénaturé notre monde. L'histoire se répète si nous sommes endormis. Pour Johnny, qui se voit dépouillé de toute figure parentale, lui restera tenté par son rêve, mais aussi d'assurer une fierté pour sa famille qu'il n'a pu. Parlons donc un peu de technique, le chef Hop est Darius Khondji. Je ne le savais pas avant de voir Wikipédia, mais purée, pendant ma séance, je me disais qu'est-ce que c'est bien shooté. En effet, le chef Hop de Seven nous propose un grain spécial. On sent une pellicule qui fait années 80, même si c'est tourné en numérique. Des teintes orangées, automnales, qui fait sens pour plusieurs raisons. L'annonce de la mort, l'annonce de la fin de l'enfance, l'annonce de la fin d'une époque. N'oublions pas aussi années 80 avec le premier choc pétrolier. Les maisons sont donc peu éclairées pour économiser la moindre énergie dans les foyers. Car Paul évoque le fait que sa famille est riche. Mais à en regarder de plus près, il reste une famille très modeste. On souligne encore le racisme ordinaire sur la religion de nos personnages à tel point que notre personnage principal est persuadé d'être riche. Moins de travail à l'étalonnage, on sent que la lumière était prioritaire avant de capturer. Le film a tout de même été tourné en numérique, comme je le disais, le grain a été rajouté par la suite. Cependant, ils étalonnaient rapidement pour avoir l'image exacte et corriger la lumière ensuite. Je trouve que son travail dans le film est recherché et enlace parfaitement la mise en scène de Gray. Le but, comme le signale Darius, était à la recherche d'un temps perdu. To idealize the past. I kind of believe in progress. I don't know. I don't think that looking back with what they call rose-colored glasses is a good idea. I don't know. I see a lot of darkness back then. And I mean, just to be honest with you here, my life is way better now than it was then. I mean, I was 13 or 12 at the time of the movie. And I didn't know what the heck I was doing. L'art est bien présent aussi dans la tête de Paul. Rêveur, penseur, il est décrit comme lent vis-à-vis des autres. Pourtant, il s'émerveille devant des tableaux que personne regarde. J'y ai vu une sorte d'ego de notre réalisateur, nous montrant qu'il est différent des autres, que c'est un artiste qui souhaite se démarquer des autres. On nous montre de l'art abstrait qui symbolisera ses premiers amours envers l'art en général. Dans ce film bouleversant, James Gray retrace sa vie et pose des questions, nous spectateurs, pour maintenant, pour demain. Nous avons retracé son enfance, la belle affaire. Eh bien le film va plus loin, car on revit aussi quelque part la nôtre, mais aussi des questions de parents, la transmission de valeurs, mais ne pas oublier notre propre hypocrisie. Ces erreurs du passé nous apprennent sur notre avenir. Et surtout, qu'en avons-nous fait? Regarder la mort en face a-t-elle un impact pour ne pas oublier nos propres rêves? Est-on fier de moi malgré le fait d'avoir déçu et de ne pas avoir accompli mes rêves de gosse? Je n'ai pas trouvé de réponse dans ce film, il n'a pas vocation à le faire, il n'a pas de vocation à vous dire c'était mieux avant. Il vous pose des questions sur vos rêves, votre avenir, et comme le disait Pink Floyd, ne pas être cette même brique dans le mur, de vous rebeller face aux injustices, au racisme, ne pas être inactif quand cela se produit, tout ça en étant pessimiste et réaliste, car on n'oublie pas que nous avons été façonnés dans un moule qui reste bien présent. Ce passé s'est déjà envolé, et pendant un instant, j'ai pensé à ma famille, à mon avenir, à l'enfant que j'étais, et à l'homme que je suis devenu. J'ai pensé forcément à mon grand-père, à ma grand-mère, mes parents, ma sœur, mon frère. L'occasion de faire le point sur ma propre vie. Oui, Armageddon Time fait tout ça à la fois. C'est peut-être cela qu'on appelle un film de cinéma après tout.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je précise qu'il s'agit d'un avis et non d'une pensée unique. Pensez à liker, commenter, mettre un pouce bleu et d'activer la cloche pour ne rien rater. Nous sommes dispo sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Les liens sont dans la description. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Je vous invite donc à vous abonner quelle que soit la plateforme et de laisser un commentaire, nous y répondrons avec plaisir. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures. Bonne soirée à tous.